Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer les cloches de notification parce que cela va te permettre d'être le premier au courant de toutes les vidéos que je poste ici. Si tu es nouveau, tu te demandes très bien quel type de contenu est-ce que ce mec poste dans cette chaîne, juste qu'il demande aux gens de s'abonner. C'est simple, ici je t'encourage à te lancer, ici je te montre les réalités du business, surtout en ce qui concerne l'agriculture, l'élevage et l'immobilier, n'est-ce pas? Ça, ce sont les business que moi-même je fais, mais je vais aussi à l'encontre d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent nous partager en toute transparence les réalités de leur business. Tu l'auras compris, le nom de cette chaîne, c'est Réalité Afro Business. Ici, on ne te parle pas pour te plaire. Ici, on dit les choses qui fâchent. Ici, le plus important, c'est de faire en sorte que celui qui part investir, celui qui prend son argent pour aller mettre en Afrique, soit au courant de toutes les réalités qui l'attendent. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui n'est pas seulement l'élevage de porc, mais qui est la compensation, n'est-ce pas, des dépenses en élevage de porc. On a trois types d'éleveurs. Le premier type d'éleveur, c'est celui que j'appelle l'éleveur incompétent, l'éleveur qui n'a pas beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Cet éleveur-là, c'est celui-là qui va, lorsqu'il fait la planification de son projet, lorsqu'il veut lancer son business d'élevage de porc, il se dit simplement que, pas simplement, mais il se dit qu'il va faire sa ferme, il va lancer ses porcs, et lorsqu'il entend quelque part que dans la composition de l'aliment, on a besoin du maïs, on a besoin du soja, du coup, il se dit que non, au lieu de 5 hectares, je vais acheter 20 hectares parce que à côté, je vais utiliser 10 hectares pour faire la culture du maïs, 5 hectares pour faire la culture du soja et 5 autres hectares, je vais faire ma ferme dessus. Donc pour lui, il se dit très vite qu'il va pouvoir, pour compenser, n'est-ce pas, pour diminuer les coûts de production, il va derrière produire lui-même tout ce dont il a besoin pour l'alimentation des porcs. Ça, c'est tout simplement, excusez-moi le terme, mais c'est tout simplement bête. Ça ne fait aucun sens lorsqu'on fait de l'élevage de porcs. Maintenant, on a la deuxième catégorie de l'éleveur, n'est-ce pas, qui est l'éleveur moyen, n'est-ce pas? Très souvent, c'est celui-là qui fait beaucoup de recherches, il n'est pas très formé, il a de l'argent à perdre, il se dit que même s'il construit sa ferme, il lance ses porcs et qu'ils meurent tous, il va simplement recommencer parce qu'il est engagé, parce qu'il est vraiment motivé. Donc il se dit, si je construis ma ferme, de toutes les façons, si les bêtes meurent, ce ne sont que les bêtes qui meurent et mon bâtiment reste. Il ne sait pas très souvent qu'il peut rater simplement même l'orientation, juste l'orientation de son bâtiment. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte lorsqu'on construit son bâtiment, mais juste l'orientation de son bâtiment, il peut rater cela et son bâtiment ne sert à rien. Il est obligé de tout casser pour pouvoir construire un nouveau bâtiment qui respecte effectivement les normes où ses sujets seront à l'aise. Donc cet éleveur-là, généralement, il va se dire que vu qu'il n'a pas suivi une formation, il n'a pas beaucoup d'expérience, il n'a pas de formation, donc il fait beaucoup de recherches. Généralement, il se base sur sa propre expérience. Donc il apprend de ses propres erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, dans sa ferme, il est en train de souffrir, il est en train de se battre par-ci, par-là, il est en train de tout tester. L'inconvénient maintenant chez lui, c'est qu'il ne va pas avoir le temps ni la force de faire d'autres activités derrière. Par rapport à l'éleveur incompétent, lui, il ne veut absolument rien faire. Il se dit juste que tant que mes porcs grandissent et que j'arrive à vendre, ça me va. Il ne veut pas savoir, du moins, il ne peut même pas savoir s'il dégage un bénéfice dans cette activité qu'il est en train de faire. Maintenant, on a la troisième catégorie d'éleveurs qui sont les éleveurs sérieux, les éleveurs à vision, qui sont des éleveurs comme moi, qui sont des éleveurs comme toi, n'est-ce pas? Si tu le veux, parce que tout dépend de toi, tu peux rejoindre notre communauté, tu peux rejoindre notre vision, tu peux rejoindre notre savoir-faire, notre façon de faire en cliquant juste sur le lien qu'il y a sous la barre de description ou alors dans les commentaires, n'est-ce pas, qui va te conduire à la formation que nous avons pris beaucoup de temps pour créer, une formation qui va te permettre non seulement de réussir la construction de ton bâtiment, qui va te permettre de pouvoir gérer ton activité d'élevage à distance, une formation où on va te donner toutes les erreurs, n'est-ce pas, entièrement, toutes les erreurs que nous avons commises dans notre ferme et une formation où on va te mettre en contact avec nos spécialistes, en contact avec mon mentor pour que derrière, il puisse aussi t'apprendre tout ce que lui, il sait. Donc, n'hésite pas. On est actuellement en réduction, 40% de réduction et c'est satisfait ou remboursé. Tu comprends que tu ne prends aucun risque si tu veux faire partie de cette catégorie d'éleveurs-là qui sont des éleveurs à vision. Comment est-ce que ce type d'éleveur fonctionne? Ce qu'ils font, c'est qu'il va tout simplement construire sa ferme, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a construit sa ferme, il va commencer d'abord dans un premier temps à évaluer un peu son activité, à tester un peu pour voir si effectivement il a réussi l'alimentation de ses bêtes, il a réussi la construction de son bâtiment. Donc lorsqu'il a fini avec la construction de sa ferme et qu'il a un peu évalué pour voir que ses bêtes, n'est-ce pas, grandissent normalement et que tout se passe bien, il va chercher à réduire les coûts de production. Réduire les coûts de production, dans mon cas, n'est-ce pas, ça a été de composer moi-même mon aliment, la formule de l'aliment que j'utilise, n'est-ce pas, ça me donne les mêmes résultats que l'ancien aliment que j'achetais directement fini dans une autre entreprise et les
coûts de production me reviennent à 40% beaucoup moins cher. Tu vois un peu que voilà la technique que j'ai utilisée pour réduire les coûts de production chez moi. Et comme je te disais, je suis un éleveur à vision, je suis un éleveur compétent, un éleveur sérieux. Je veux encore diminuer encore les coûts de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation en élevage de porc représente les 75%. Actuellement, ça c'est chez un éleveur standard, mais actuellement l'alimentation chez moi, ça ne représente que 58% de toutes mes dépenses, n'est-ce pas? Donc j'ai réussi à diminuer cela. Je veux encore aller beaucoup plus loin, mais voilà, je ne peux pas diminuer la quantité de maïs que je vais mettre dans l'alimentation, ou bien de soja, ou bien d'arachide. Ça ne fait aucun sens. Je me suis donc penché dans un autre domaine qui est la culture de bananes plantain, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolé si l'introduction a été un peu longue, mais il était important pour moi de te présenter ces trois catégories d'éleveurs là pour que tu puisses déjà, d'entrée de jeu, choisir ta catégorie et savoir exactement si la culture de bananes plantain est adéquate pour toi à côté d'une ferme ou pas. Maintenant, comment réussir sa culture de bananes plantain? Nous l'avons fait, nous avons réussi, et dans cette vidéo, je vais tout te dire. Je vais te dire comment est-ce que tu peux faire pour déterminer déjà si un sol est adéquat à la culture de bananes plantain. Comment est-ce que tu peux faire, n'est-ce pas, en gros, pour réussir la culture de la banane plantain. C'est parti. Avant de vous donner tous les critères que vous devez remplir pour réussir votre culture de banane plantain, vous connaissez déjà hein, Douglas Focam dans la chaîne Réalité Afro Business. Il prêche par exemple, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour vous raconter des trucs théoriques où je n'ai aucune idée. Ici, on prêche vraiment par l'exemple. Donc du coup, venez avec moi et je vais vous montrer déjà voilà, le peu que nous avons déjà réussi à faire et ce sur quoi nous nous basons pour dire que nous avons réussi la culture de notre banane plantain. Donc ici, nous sommes sur pratiquement 500 mètres carrés où nous avons fait déjà un premier test pour voir si réellement on devrait développer cette activité-là dans une plus grande échelle. Et vous pouvez voir déjà à côté de nous, nous sommes pratiquement à combien de mois? Nous sommes à combien de mois? Mettons, nous sommes à 7 mois ici, exactement. Donc nous sommes ici à 7 mois, et à 7 mois, quand on parle de 7 mois, c'est à partir de la date où on a mis les rejetons au sol. Donc à 7 mois, vous pouvez déjà voir le résultat qu'on a ici. Vous avez vu, on a déjà ici un bon régime, n'est-ce pas, qui est là et qui va bientôt pouvoir nous donner voilà, de quoi vendre pour derrière compléter l'alimentation de nos bêtes. Vous pouvez aussi voir que ici, ça ne veut pas dire qu'on a planté 4-5 rejetons. Quand vous voyez comme ça veut dire qu'on a mis un rejeton et derrière, n'est-ce pas, avec une technique bien précise, on réussit à obtenir d'autres rejetons qui sortent. Là, actuellement, vite fait, je peux compter pratiquement 5 rejetons qui sont en train de pousser autour de, de cette plante. Ça veut dire que lorsqu'on va abattre la plante pour pouvoir retirer le régime de plantain, les autres rejetons vont prendre le relais, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que on a pu évaluer, n'est-ce pas, autour de moi, hein, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est pratiquement pareil. Donc vous allez voir, on a derrière là-bas un régime qu'on a déjà coupé. Je ne sais pas si on peut aussi le montrer. On a ici derrière un régime qu'on a déjà pu exploiter. Voilà. Donc on a ici un régime qu'on a déjà pu exploiter. Ça revient exactement à ce que je disais de l'autre côté. Ici, on a coupé le régime, on a abattu la plante et cette plante ne nous sert pratiquement plus à rien. Et on a les rejetons aux alentours qui vont prendre le relais. Et lorsque les rejetons vont grandir jusqu'à pouvoir nous donner un bon régime de banane plantain, d'autres rejetons auront poussé, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le cycle va toujours aller continuellement. Donc, la première chose que tu peux déjà savoir, c'est que lorsque tu fais la culture de banane plantain, ça ne veut pas dire que chaque jour tu vas aller chercher les rejetons pour venir planter quand tu coupes le plantain. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Maintenant, j'ai listé quelques critères, n'est-ce pas, qui vont te permettre toi aussi de réussir la culture de banane plantain. Peut-être que tu veux faire ça à une plus grande échelle. Peut-être que tu veux te limiter sur 500 mètres carrés comme nous. Quoi qu'il en soit, il y a des critères que tu dois remplir pour pouvoir réussir cette culture-là. Premier critère que tu dois respecter, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir la culture de banane plantain, c'est l'étude du sol. Si tu n'as pas un bon sol, ça ne sert à rien d'aller acheter les rejetons pour venir mettre dans le sol parce que ça ne va rien produire. Maintenant, tu vas me demander, Douglas, comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai un bon sol? Tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire, d'analyser la terre, n'est-ce pas? C'est de faire le tri de terre. On appelle ça comme ça entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas creuser à pratiquement 30-40 cm où tu vas trouver la terre nourrissante, vraiment la terre qui va nourrir ton plantain, n'est-ce pas? Tu peux creuser à n'importe quelle surface où tu veux faire ta culture de banane plantain. Tu creuses à pratiquement 20-30 cm. Tu retires la terre qui est là, tu mets dans un bol ou alors dans une bouteille
rempli d'eau, n'est-ce pas? Et tu vas secouer vraiment longtemps. Et après pratiquement 10 minutes, tu vas maintenant attendre et évaluer la quantité de sable qui est allé en dessous et la quantité d'argile qui est restée en dessus. C'est vrai qu'en dessus encore, tu auras un peu des ordures et tout. C'est tout à fait normal. Mais le plus important ici, c'est de pouvoir faire la comparaison entre la quantité de sable et la quantité d'argile. Et si la quantité de sable est nettement supérieure à la quantité d'argile, tu comprends que tu n'es pas sur une terre propice pour la culture de bananes plantain. Tu vois comment vite fait, en pratiquement 30 minutes, tu peux déjà évaluer ton sol et savoir si est-ce que tu dois te lancer dans ce domaine-là ou pas. Lorsque tu iras pour acheter ton terrain, n'est-ce pas, pour la culture de bananes plantain, lorsque tu vas faire ça, le vendeur va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est la sorcellerie ou alors de la magie noire qu'il est en train de faire ici? Alors que toi, derrière, tu es juste en train de déterminer le critère le plus important, si c'est pour acheter ce terrain-là ou pas. Maintenant, la deuxième façon de bien élaborer, de bien étudier son sol, c'est tout simplement de faire un test. Tu peux partir sur, ici nous sommes sur 500 mètres carrés, mais toi tu peux faire sur 100 mètres carrés, sur 200 mètres carrés, tu peux déjà, si tu as le temps et si tu as la patience, tu peux déjà planter déjà quelques rejetons et suivre tout simplement tous les autres critères, toutes les autres démarches à suivre que je vais te donner tout au long de cette vidéo. Lorsque tu as suivi tout cela, tu vas pouvoir maintenant être capable quelques mois plus tard, même 3 mois ou 4 mois, tu n'es pas obligé d'attendre que la banane grandisse jusqu'à donner le régime. Quelques mois plus tard, tu vas être capable de déterminer la qualité de la plante et la vitesse à laquelle la plante est en train de grandir. Et avec ça, tu sauras si est-ce que ton sol est propice pour la culture de banane plantain ou pas. Deuxième critère, c'est une bonne variété. Comme en élevage de porc, tu as besoin d'une bonne race pour lancer ton activité. Ça ne sert à rien d'aller acheter une race qui a un indice de consommation, une race de porc qui a un indice de consommation très élevé et un indice de croissance moins élevé. Tu vois que tu nourris ton porc pour rien. Tu le nourris beaucoup et il ne grandit pas. Ça revient à ces porcs-là que je vois dans certaines fermes qui ont 12 mois, 13 mois, 14 mois et qui ne font même pas encore 100 kg. Donc là, ça veut dire que tu n'as pas une bonne variété. Et dans la culture de banane plantain, c'est pareil. Il faut que tu te rassures que la variété que tu es en train d'aller chercher pour mettre sur tout ton espace, que ce soit 1 hectare ou 500 mètres carrés, tu dois te rassurer que cette variété-là, c'est une très bonne variété parce que derrière, il risque de se faire très tard. Derrière, tu risques de ne plus être capable, en mesure de rattraper cette erreur-là et d'être obligé, n'est-ce pas, de faire aussi avec cette variété-là qui ne coûte pas très cher et qui prend beaucoup de temps à te donner des régimes, à te donner des doigts de plantain. Après avoir étudié ton sol et acheté les bonnes variétés qu'il faut pour ta culture de banane plantain, maintenant il faut que tu plantes en fait. Comment est-ce que tu vas planter? Il faut creuser des pockets. Comment est-ce que tu vas creuser tes pockets? C'est très simple. Il faut juste creuser à une profondeur de pratiquement 50 à 80 cm. Tu mets ton rejeton, n'est-ce pas? Et tu remplis à moitié. Tu remplis à moitié, pourquoi? Parce qu'avec le temps, ça va te donner un peu de place pour mettre des engrais et la terre va se recouvrir seule. Et au fur et à mesure que la terre va fermer les engrais que tu as mis, tu vas compléter avec des engrais, etc. Donc, il est très important de respecter la profondeur qui est de 50 à 80 cm en fonction de la hauteur des rejetons que tu auras devant toi. Et c'est très important aussi de ne pas remplir directement jusqu'à la surface, jusqu'en superficie. Si vous observez maintenant, n'est-ce pas, comme critère suivant, on est quoi, 4e, 5e critère, je me rappelle qu'il y a tellement de critères à suivre. Hein. Si vous connaissez d'autres critères que je n'ai pas cités dans cette vidéo, je serais content de vous lire dans les commentaires, ainsi que votre avis, n'est-ce pas, sur tout ce que nous sommes en train de faire ici. En général, je suis content de vous lire dans les commentaires et de pouvoir derrière vous répondre. Donc, lorsque vous observez l'endroit où je me situe actuellement, vous allez vous rendre compte qu'entre les deux arbres, entre les deux plantes, n'est-ce pas, il y a une certaine distance. Lorsque j'avance un peu, lorsque je viens à la prochaine rangée, on se rend compte que les deux prochaines plantes, les deux prochains bananiers respectent les mêmes distances. Donc, ça veut dire que la distance en longueur et la distance en largeur est pareille. Tout cela pour vous dire que vous devez respecter une certaine distance lorsque vous mettez vos rejetons au sol. C'est très, très, très important parce que si vous les rapprochez beaucoup, vous avez vu vous-même qu'autour des rejetons, autour des bananiers, il y a des rejetons qui ressortent. Et si vous serrez beaucoup, tu peux avoir des rejetons qui aspirent beaucoup de nutriments, n'est-ce pas, dans le sol. Et d'autres vont mourir parce qu'il n'y a pas assez de nutriments. Le sol n'est pas assez riche pour tous les rejetons qui sont aux alentours. Raison pour laquelle il faut respecter les distances entre les rejetons. Avant-dernier critère, c'est quoi? C'est prévoir assez d'engrais
pour votre agriculture. L'agriculture en général ne fonctionne pas sans engrais. L'agriculture en général ne fonctionne pas sans un peu de bosse, n'est-ce pas? C'est comme aussi en élevage de porc. Hein. En élevage de porc, je vous ai déjà parlé de cet aliment-là qui me permet de sévrer mes porcs à 3 semaines. Donc, je vous donne aussi la composition. Si vous voulez composer cet aliment vous-même dans la formation, c'est un aliment qui vous permet de sévrer déjà les porcelets à 3 semaines. On l'appelle ça le pickle booster, n'est-ce pas? Ça booste la croissance, ça permet aux porcelets de substituer le lait par un aliment qui est complet, plus que complet même, qui est très riche et qui va leur permettre de grandir rapidement et de ne pas rater la croissance. Donc en agriculture, c'est pareil. Je ne vais pas vous expliquer ici le rôle de l'engrais. Vous savez ce que cela est maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans ce point que entre le fait de mixer la culture de banane plantain avec l'élevage de porc. Pour moi, la culture de banane plantain, c'est la culture, voilà, à faire, n'est-ce pas, lorsqu'on fait de l'élevage de porc. Donc, si tu es intéressé par la culture de banane plantain, je te conseille, n'est-ce pas, de ne pas abandonner facilement l'autre activité qui peut être l'élevage de porc et vice-versa. Si tu as une activité d'élevage de porc et que tu regardes cette vidéo juste par curiosité, je te conseille de vraiment réfléchir sur cette affaire de culture de banane plantain. Ça peut être très capital pour te permettre de réduire considérablement tes coûts de production dans ta ferme et te permettre comme ça pour tes porcs d'augmenter ton bénéfice et d'être beaucoup plus compétitif sur le marché. Dernier point, c'est quoi? Ce point me fait toujours rire parce que c'est tellement... C'est pas simple, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens ignorent toujours cela. Beaucoup de gens simplifient toujours cela. Comme la majorité des personnes qui simplifient le business en Afrique. Lorsqu'ils veulent se lancer, ils ne veulent pas se former. Hein. Ils pensent qu'en Afrique, voilà, les gens sont bêtes, les gens sont des animaux, des singes, où il suffit simplement de faire son agriculture, avoir un produit, aller leur donner et ils vont forcément acheter. Ça me fait toujours rire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en culture de banane plantain, n'est-ce pas? Comme la majorité d'autres cultures, comme la tomate, le gombo, etc. Il faut vendre avant de produire. C'est très important. Je vais te donner une petite situation qui est très récurrente dans les marchés camerounais qui va te permettre voilà, d'ouvrir un peu les yeux et d'être un peu plus conscient. Imagine un peu que tu vas planter sur pratiquement 3 hectares ou 4 hectares des rejetons de plantain et 7 mois, 8 mois, 9 mois plus tard, tu vas avoir des régimes de plantain qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent et tu portes ces régimes de plantain là, tu charges dans un camion, tu pars au marché. Une fois au marché, dès que tu présentes au premier commerçant, n'est-ce pas, on vend un régime de plantain généralement à 3 500. Souvent, dans certaines périodes, ça part même jusqu'à 5 000 francs. Donc, imagine que tu es la période où ça coûte 5 000 francs. Tu vas au marché, tu présentes au premier commerçant et tu vas lui dire, j'ai ici un camion de, disons, 3 hectares de régime de bananes plantain que je suis en train de vouloir vendre. Maintenant, je veux vendre cela en gros. Au lieu de vendre à 5 000, je te vends cela à 4 000 francs. Tu seras très surpris de comprendre que la maman, hein, généralement, ce n'est pas forcément les hommes ou bien les papas qui font ça, mais la maman aussi, qui a son petit poste de vente au marché, va te dire que non, mon fils, je ne peux pas parce que 4 000, c'est très cher. Nous, on n'achète pas les régimes de bananes plantain à plus de 500 francs. Tu m'as bien compris. Elle va te dire qu'on n'achète pas cela à plus de 500 francs. Tu vas te dire que mais cette mère veut m'arnaquer, elle veut m'arnaquer ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui dire, voilà, de toutes les façons, je vais vendre ça à quelqu'un d'autre. Lorsque tu vas faire le pas vers la prochaine commerçante, l'information sera déjà passée. Lorsqu'on a vu que tu as refusé de vendre à la première personne, ils ont déjà compris le système, ils ont déjà compris le schéma, ils savent déjà ce qui se passe. C'est comme ça que tout le monde, la personne qui t'offre vraiment le plus, n'est-ce pas, va te proposer 700 francs sur un régime de plantain. Ils le font parce qu'ils savent clairement que le régime de plantain ne peut pas coûter 700 francs. Mais ils savent aussi que tu ne peux pas maintenir ton plantain, n'est-ce pas, jusqu'à une période illimitée. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement attendre que ton plantain commence à mûrir et que tu n'aies plus de choix. Et à ce moment-là, maintenant, tu vas revenir et tu vas les supplier pour vendre ton régime de plantain à 700 francs. Or, ce que tu aurais fait, c'est quoi? C'est qu'avant de commencer à couper tes bananiers, n'est-ce pas, et retirer le plantain pour aller au marché, tu aurais déjà cherché les clients. Tu aurais même déjà amené les gens dans ta plantation pour voir, n'est-ce pas, le plantain encore, voilà, sur le bananier. Et ils vont derrière te dire, si c'est quelqu'un te dit qu'il a 500, tu vas le chasser de ta plantation parce que derrière, tu as assez de temps. Le régime de plantain encore sur le bananier se nourrit encore et ne peut pas périr, voilà, facilement. Donc, on est au terme de la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout cela dans les commentaires. Et je ne veux pas que tu fasses partie, s'il te plaît, ne fais pas partie des gens qui regardent les vidéos ici sans être abonné parce que, voilà, on s'efforce vraiment à vous produire des contenus de qualité. Et si ces contenus-là vous plaisent, je vous invite vraiment à vous abonner massivement pour que nous puissions créer une grande communauté, n'est-ce pas, qui correspond vraiment à la qualité de contenu qu'on produit ici. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!